Bienvenue, Marc Ferracci dans les 4 vérités. Bonjour. Alors, Israël a renforcé ses frappes sur Gaza cette nuit et a même élargi ses opérations terrestres. Est-ce que vous jugez que ces opérations sont légitimes ou excessives ? Elles sont légitimes. Israël a le droit de se défendre, a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour éliminer le Hamas, qui est un groupe terroriste. Mais, et je mets un mais parce que le mais est très important, tout cela doit se faire dans le respect du droit humanitaire, dans le respect de la protection des civils. C'est ce que le président de la République a souhaité rappeler lors de son voyage dans la région. Et en particulier, il s'agit de permettre l'exfiltration d'un grand nombre de civils depuis la partie nord de la bande de Gaza, où vont probablement se dérouler les combats, afin de protéger au maximum des vies humaines. Visiblement, ces appels du chef de l'État et d'autres leaders occidentaux ont quand même du mal à être entendus, notamment par Israël, puisque cette trêve humanitaire, pour l'instant, le pays ne veut pas en entendre parler. Oui, mais je pense qu'il va falloir aller vers cette trêve parce qu'on le voit bien, on a besoin de créer des corridors humanitaires, à la fois pour faire passer le ravitaillement, pour faire passer tout ce qu'il est nécessaire d'acheminer au sein de la bande de Gaza, je pense en particulier à l'essence, pour alimenter des générateurs, pour générer de l'électricité dans les hôpitaux. À un moment ou à un autre, il faut que l'intensité des combats baisse pour pouvoir opérer ce genre d'action. Et je pense que cette trêve, elle est absolument nécessaire. Mais quels moyens de pression les différents pays peuvent avoir sur Israël pour convaincre Israël d'accepter cette trêve ? Écoutez, je pense que le dialogue, il est constant. Il est constant entre, évidemment, tous les pays qui sont amis d'Israël, et la France en fait partie. La France est un pays qui a cette particularité de pouvoir parler à tout le monde dans la région. Les États-Unis, évidemment, ont un rôle à jouer très important pour convaincre Israël, dont ils sont le principal allié, de faire preuve de retenue et surtout de permettre, encore une fois, l'acheminement de l'aide humanitaire et la protection des civils. Le préfet de police a décidé d'interdire une manifestation pro-palestinienne qui était prévue normalement à Paris cet après-midi parce qu'il juge que les déclarations de ceux qui l'organisent laissent penser qu'ils soutiennent le Hamas. Il y a un recours devant la justice des associations qui organisent cette manifestation. Est-ce qu'on peut interdire une manifestation au nom de la morale ? Bien, c'est le juge qui va décider. C'est très heureux qu'il en soit ainsi, puisque nous sommes dans un état de droit. Le juge va essayer de trouver un équilibre entre la liberté de manifester, qui est un principe qui est protégé par notre Constitution, et l'ordre public. Il est probable qu'au sein de manifestations qui sont déclarées comme étant pro-palestiniennes, on assiste à des mouvements de soutien au Hamas, qui est un mouvement terroriste. Et de ce point de vue, on est fondé à se poser la question de l'ordre public. À partir du moment où vous faites l'apologie du terrorisme, que ce soit dans une manifestation ou dans un lieu public, la question de l'ordre public se pose. Donc le juge décidera sur la base des éléments matériels qui lui sont proposés. Mais moi, il ne me paraît pas illégitime de poser la question. Parce qu'à gauche, certains comme Olivier Faure, par exemple, accusent le préfet, je cite, de fouler au pied l'état de droit. Écoutez, je vous fais la même réponse. L'état de droit, c'est un équilibre entre différents principes. Liberté de manifester, nous y sommes extrêmement attachés. Et en même temps, l'ordre public, et encore une fois, l'apologie du terrorisme, contrevient à l'ordre public. Nos confrères du Parisien expliquent ce matin que cette question, ce conflit entre Israël et le Hamas déchire notamment une partie du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a deux positions irréconciliables au sein du groupe ? Non, absolument pas. Au sein du groupe, il y a une position qui est très claire et à laquelle nous sommes extrêmement attachés les uns et les autres. C'est la position du président de la République, qui est une position équilibrée, qui est fondée sur le principe selon lequel Israël a le droit de se défendre, comme je le disais tout à l'heure, dans le respect du droit international, qu'il faut néanmoins se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire réfléchir à une solution politique. On sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il faudra reparler de la solution à deux États. Il faudra reparler de cette perspective donnée aux Palestiniens, sans laquelle on est dans le désespoir, dans la désespérance au sein de la bande de Gaza ou au sein de la Cisjordanie, et sans laquelle il ne saurait y avoir de paix durable ni de sécurité pour Israël. Hier et avant-hier, Elisabeth Borne a dévoilé les réponses du gouvernement aux émeutes que notre pays a connues au début de l'été. Parmi les propositions, il y en a une qui vient en partie de vous, d'ailleurs qui sera portée dans une proposition de loi, qui est pour lutter contre les discriminations, renforcer ce qu'on appelle le testing, c'est-à-dire l'envoi de CV anonyme où on regarde si l'adresse ou le nom des candidats, ça change quelque chose au moment d'être recruté. Est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que c'est un gadget ? Non, c'est pas un gadget, c'est reconnu comme une manière efficace d'identifier les discriminations. C'est pas uniquement d'ailleurs sur l'accès à l'emploi, ça peut être sur l'accès à un prêt bancaire, sur l'accès à un logement. Et effectivement, on peut tester si le fait d'habiter à Grigny plutôt qu'à Neuilly, si le fait d'avoir un patronyme issu de l'immigration pénalise dans l'accès à l'emploi, au logement ou à autre chose. Et effectivement, c'est efficace. Pourquoi ? Parce que ce que nous souhaitons faire, au fond, c'est changer les comportements des entreprises en particulier. C'est aussi offrir un droit à la réparation aux personnes.
Moi, je suis frappé, quand je discute avec des gens, notamment dans mes réunions publiques, de constater la résignation que manifestent les gens qui subissent la discrimination. Les gens savent qu'ils sont discriminés, savent qu'en réalité, ils auraient dû avoir cet entretien d'embauche, ils auraient dû avoir ce job, ils auraient dû avoir ce logement, mais qu'en réalité, quelque chose les en a empêchés, et c'est souvent le nom, leur origine, l'âge parfois également. Et je pense que pour ça, le testing est un bon outil. Ça n'est pas évidemment l'outil miracle, il faudra articuler ça à d'autres actions, et en particulier à des actions de formation dans les entreprises pour faire en sorte de sensibiliser les gens qui recrutent. Il y a 500 entreprises, je crois, qui sont visées à terme. Est-ce qu'il y aurait des sanctions contre les entreprises qui feraient preuve, dont on verrait qu'il y a une forme de discrimination à travers ce testing? La proposition de loi que je porte prévoit déjà une forme de sanction qui est la publication des résultats. Les entreprises, évidemment, sont très sensibles à cette publication. On appelle ça le name and shame. Et si les entreprises ne prennent aucune action pour corriger les pratiques discriminatoires, eh bien, des amendes sont également prévues. Un sondage Odoxa qui a été publié par nos confrères du Figaro expliquait hier que 73% des Français jugent que le gouvernement n'a pas suffisamment agi pour que les émeutes du début de l'été ne se reproduisent pas. Comment vous expliquez ce mécontentement? Peut-être parce que on a pris le temps du diagnostic. Et Trop de temps? Je ne pense pas. Le diagnostic, il a amené à 2 séquences, avant-hier et hier. La séquence d'avant-hier, elle a mis l'accent sur l'autorité, sur la nécessité de faire revenir l'autorité dans la rue. C'est la réponse pénale, c'est le fait de traiter très très vite les faits délictueux. Et on l'a vu cet été, il y a eu beaucoup de condamnations en comparution immédiate. C'est l'autorité à l'école. Et on l'a vu également, on va mieux faire en sorte que l'école soit un sanctuaire par rapport aux violences. Et hier, davantage d'aspects sociaux. Oui, et hier davantage. Et j'aurais rajouté l'autorité dans la famille également, puisque vous le savez, avant-hier, on a fait un certain nombre d'annonces pour responsabiliser les parents. Hier, on a essayé de donner des perspectives pour lutter contre cette problématique qui est l'assignation à résidence, en agissant sur le logement, sur les mobilités, sur les discriminations et aussi sur l'emploi. Moi, je suis persuadé que le sujet de l'emploi reste le sujet majeur pour permettre aux gens de s'ouvrir des perspectives. Et je pense que c'est la meilleure manière de lutter contre les désordres publics. L'un des gros dossiers à l'Assemblée et pour la majorité, notamment dans les semaines qui viennent, c'est le projet de loi en matière d'immigration. Est-ce que vous voterez ce texte si le fameux article 3 n'y figure pas, c'est-à-dire que si le gouvernement décide de renoncer finalement à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension? Est-ce que vous voteriez quand même ce texte? La réponse est non. Donc, je l'ai dit, je pense que ce texte a besoin d'être radical sur le volet régalien, c'est-à-dire d'être extrêmement ferme pour reconduire les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, mais il doit aussi être radical sur le volet intégration par le travail. Les gens qui sont rentrés de manière régulière, et c'est l'immense majorité aujourd'hui des gens qui sont concernés par la régularisation, mais dont le titre de séjour a expiré, eh bien ils doivent pouvoir être régularisés. Ce que fait cet article 3 que vous évoquez, auquel je suis attaché, c'est de permettre aux travailleurs d'initier eux-mêmes leur demande de régularisation, alors qu'aujourd'hui, ils ont besoin de l'autorisation de l'employeur. Or, vous savez qu'il y a beaucoup d'employeurs qui s'accommodent très bien d'avoir des travailleurs irréguliers pour leur imposer des conditions de salaire, des conditions de travail très très dur. Et donc je pense qu'il y a à la fois une démarche d'humanité, mais aussi une démarche de réalisme, parce qu'on a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui en difficulté de recrutement. Et cette action de régularisation, elle est d'ailleurs soutenue par une majorité des Français. Je pense qu'elle est tout à fait légitime. Ça veut dire que c'est une erreur quand certains au sein du gouvernement, par exemple Gérald Darmanin, imaginent supprimer cet article pour séduire les députés de droite afin de faire voter ce texte? Non, je crois que Gérald Darmanin a été très clair ces derniers jours. Il ne souhaite pas supprimer cet article. On a eu l'occasion d'échanger avec lui cette semaine. Il est venu devant le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et il a été extrêmement clair. Il est attaché à cet article. Il est attaché à une forme d'équilibre de ce texte entre le régalien et l'intégration par le travail. Et je pense qu'il a l'habileté nécessaire pour faire atterrir ce texte. Avec un groupe de députés, vous travaillez aussi à ce qu'on pourrait appeler finalement une loi Macron 2, c'est-à-dire pour débloquer certains aspects que vous jugez bloqués dans l'économie française. De quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples très concrets qui concernent la vie des gens? Il y a par exemple des métiers qui réclament des conditions de diplôme. Par exemple faire taxi, faire VTC, être coiffeur, être fleuriste, ce sont des métiers qui aujourd'hui ne sont pas accessibles à des jeunes qui n'ont aucun diplôme. Or on sait que le problème du chômage aujourd'hui, eh bien c'est un problème qui touche notamment ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à toutes les barrières à l'entrée que connaissent un grand nombre de professions. On a cet objectif, vous le connaissez, qui est d'aller vers le plein emploi. Le chômage a baissé, mais maintenant il faut aller chercher les gens qui sont très loin de l'emploi, et notamment les gens les moins qualifiés. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur la manière dont Par exemple, ce serait un coiffeur, on pourrait devenir coiffeur sans forcément avoir la certification, en tout cas le diplôme? Mais par exemple,
obtenir la possibilité d'être coiffeur en ayant une expérience professionnelle auprès d'un coiffeur plutôt qu'en validant un CAP, pourquoi pas. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, et c'est en lien d'ailleurs avec les émeutes dont on parlait tout à l'heure, pourquoi, on l'a vu dans les comparutions immédiates, pourquoi les gens se sont livrés à des dégradations, beaucoup d'entre eux étaient inactifs et étaient dans une forme de désœuvrement. Donc je pense qu'aller vers l'emploi et proposer des opportunités à la jeunesse des quartiers en particulier, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup Marc Ferracci d'avoir été avec nous ce matin dans les 4V. C'est à vous, Maud et Damien.